Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau témoignage. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume, comédien de théâtre et de cinéma, notamment connu pour son rôle iconique et récurrent dans la série Kaamelott. Mais c'est pour un autre sujet que je le reçois aujourd'hui. Alors salut Guillaume et bienvenue. Merci à toi de répondre à mon invitation. Bonjour, pardon. Bonjour. Alors, avant de commencer à parler du sujet pour lequel je t'ai invité, est-ce que tu peux te présenter et dire quelques mots sur toi ? Je m'appelle donc Guillaume Briat, je suis comédien depuis maintenant 1986, ça commence à dater. Et puis je travaille depuis 99. J'ai un autre boulot à côté qui me permet de vivre, et puisque je m'occupe de personnes handicapées. Voilà, j'ai un service de transport d'aide à la personne. Et depuis cette année, j'oscille entre comédie et transport de personnes handicapées. Voilà. Alors justement, tu es venu me parler de ce métier-là, à côté de ton métier de comédien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ce métier ? En fait, au départ, j'ai commencé ce travail parce que tout simplement, je n'avais plus de travail comme comédien. C'est aussi simple que ça. J'ai passé 3 années au Théâtre du Soleil de 96 à 99 comme comédien. J'ai eu 1 an de chômage. À l'époque, j'étais intermittent du spectacle. Et puis, j'ai commencé à faire quand même des petits boulots à droite à gauche pendant cette année de chômage. Mais je n'avais plus rien du tout comme comédien. Vraiment, je ne faisais pas mes heures, comme on dit. Voilà. Donc, et un jour, j'ai vu, mais c'est aussi simple que ça, j'ai vu passer une voiture avec écrit l'AMAP, qui voulait dire Accompagnement pour la mobilité des handicapés à Paris. Et il se trouve qu'avant, j'avais conduit des voitures. Comme petit boulot, j'avais travaillé pour Europcar, Avis, alors il faut citer toute la concurrence. Où je transportais ces voitures d'un point à l'autre, d'une agence à une autre. Donc Mercedes, c'était évidemment des belles voitures. Et pendant que je faisais ça, je me disais vraiment, mais pourquoi je ne ferais pas autre chose, enfin la même chose, mais autrement. Parce que tout ça était assez flou. Je me dis, mais pourquoi je ne transporterais pas des gens ? Donc il n'y a pas 20 000 métiers, soit on est chauffeur de car, soit taxi, soit rendre service, un métier que je ne connaissais pas et je ne savais pas que ça existait. Transporter des personnes handicapées là où elles le veulent, travailler, aller boire un thé, aller au cinéma, se distraire, travailler, tout ça. C'était pas forcément du médical. Et donc je vois passer cette voiture, une vieille 4L break un peu pourrie, on a quand même un peu changé depuis, et j'appelle. Et j'ai directement, parce qu'en général c'est très rare d'avoir directement le patron au téléphone, qui me dit, mais bien sûr jeune homme, que faites-vous demain ? Je dis, alors je bégaye un peu, je dis, demain je suis libre. Donc j'arrive le lendemain, je le rencontre, il me dit voulez-vous commencer ? Alors je vais pas étaler mon CV qui n'était pas extraordinaire par rapport à ce métier. Il se trouve que la seule formation que j'ai fait dans ma vie, le seul diplôme que j'ai fait, formation, c'est un BEP social. Donc j'ai eu ça en 85, qui est un BEP qui aurait pu me servir à très largement m'occuper des gens, c'est-à-dire j'aurais sans doute voulu être, c'est un terme un peu pompeux, animateur socio-culturel, c'est-à-dire s'occuper d'enfants plus ou moins inadaptés, handicapés, des gens plutôt ce qu'on appelle entre guillemets des cas sociaux, voilà. Donc c'était encore finalement assez vague pour moi, mais je voulais m'occuper de gens, voilà. Et donc là, j'ai rencontré ce monsieur, il m'a dit voulez-vous commencer demain ? J'ai dit oui. Et le lendemain, je travaillais. Comme je connaissais bien Paris, j'avais été coursier avant il y a quelques années, enfin voilà. Et j'ai fait ce travail du jour, mais vraiment en 2 jours, j'ai commencé, quoi. Et ça fait 16 ans que je le fais, voilà, en parallèle de mon métier de comédien. Pourquoi ce métier en particulier ? Parce que c'est quelque chose qui t'est tombé comme ça dessus, une opportunité qui s'est ouverte à toi, ou c'est vraiment quelque chose qui te tenait à cœur ? C'est les deux, c'est-à-dire que c'est évidemment une opportunité parce que j'ai croisé cette voiture à ce moment-là, même peut-être 1 ou 2 fois, je crois même à l'époque, je me dis mais pourquoi j'ai pas noté le numéro ? Puis je le recroise une 2e fois et là on se dit c'est le destin, il faut que je les appelle. Et alors pourquoi ce style de métier-là ? Parce qu'effectivement s'occuper des autres, et notamment des gens handicapés mentaux, moteurs, c'est pas le métier entre guillemets, encore une fois je dis souvent entre guillemets, le plus fun. C'est juste que j'avais envie de faire ça. J'ai toujours
effectivement, de par mon passé, j'ai un passé médical qui a fait que j'ai souvent croisé des gens qui étaient souvent, mais je me rappelle petit, bon, j'ai entre guillemets un certain âge, j'ai 50 ans, un peu plus. Quand j'avais 20 ans, ou quand j'avais 10 ans et qu'on était à l'hôpital, on avait des pathologies totalement différentes dans le même service. Moi, j'avais des copains de chambre que je poussais en fauteuil roulant, qui avaient perdu leurs deux jambes, qui avaient eu des accidents de voiture, et moi, j'étais là pour toute autre chose. Et alors, c'est pas ça qui m'a donné envie de faire ce métier, mais en fait, j'ai souvent croisé des gens qui avaient vraiment plutôt besoin de quelqu'un d'autre, et j'ai parfois été celui qui pouvait aider, voilà. Donc là, je me suis dit, tant qu'à gagner sa vie, que ça soit pas totalement inutile, bah, allons dans cette direction. Au lieu de conduire des Mercedes sans personne dedans, d'un point A à un point Z, qui n'a aucun intérêt, autant qu'il y ait quelqu'un dedans et que cette personne ait besoin de sortir, quoi. En l'occurrence, quand j'ai commencé, donc la MAP, c'était une association. Et depuis, ça a été pris en charge par la ville de Paris. Mais cette association avait été créée par deux frères, dont l'un était handicapé. Et ils se disaient, mais il n'y a rien. En fait, moi, je suis en fauteuil. Si je veux prendre le métro, parfois, je peux rentrer dans le métro dans une station, mais je ne pourrais pas sortir à la station où je veux aller, parce que dans la station où je vais arriver, il y aura un ascenseur, mais je ne pourrai jamais ressortir à l'endroit où je veux. Les bus, n'en parlons pas. Enfin, voilà. Donc, tout ça n'était pas encore vraiment mis en place. Et donc c'est ça qui m'a, voilà, m'occuper des gens, aider les gens, petite mesure, hein, mais c'est vers ça que je voulais aller, quoi. Alors Guillaume, je vais peut-être rentrer dans ton intimité, mais tu l'as souvent prononcé, tu as été aussi aidé dans ton enfance, tu as fait plusieurs séjours à l'hôpital, comme tu le disais. Est-ce que tu es porteur d'un handicap, toi aussi ? Alors, je ne sais pas si c'est porteur d'un handicap, je suis porteur d'un rein, pour tout dire. Je suis porteur d'un rein, c'est-à-dire que j'ai eu la chance extrême d'avoir un don qui a été fait par mon frère, il m'a donné un rein, voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai été malade pendant toute mon enfance, j'avais des problèmes rénaux, une maladie, une malfaçon, on va dire, de problème de tuyauterie, parce que c'est vraiment de la tuyauterie. Et donc j'ai été très vite malade, petit, bébé. Et donc j'ai été comme ça pendant toute ma scolarité totalement en dents de scie à l'hôpital, puis à l'école, à l'hôpital, puis à l'école. Et en 84-85, j'ai dû rentrer, ce qu'on fait évidemment la plupart du temps en dialyse. Rentrer en dialyse, ça veut dire que vos reins ne fonctionnent plus. Ça veut dire que vous ne faites plus pipi. Voilà, c'est le signe distinctif des gens qui ont plus de reins, c'est qu'on ne pisse plus. Voilà, donc on grossit parce que tout ce qu'on boit, de l'eau ou tout ce qu'on mange, rentre en vous mais ne sort plus. Donc on est obligé de vous filtrer, donc vous passez en dialyse. La dialyse, c'est finalement une chance énorme, c'est-à-dire que c'est très fatigant, c'est très éreintant et c'est très prenant, mais ça vous permet de ne pas y passer, puisque vous avez une machine qui remplace, a priori totalement. C'est pour ça qu'on appelle ça un rein artificiel, c'est une sorte de gros tube, un filtre, qui va prendre votre sang, donc on vous prend le sang d'un côté, et on vous le remet de l'autre, sur le même bras, grâce à une fistule. Et moi, j'ai eu ça pendant 1 an et demi, ce qui est très peu, parce qu'en général, quand on commence à vous dialyser, on m'avait bien prévenu, parce que moi, c'était chronique, donc on m'avait dit un jour, peut-être, il faudra passer par la dialyse. Comme j'ai été petit, j'étais plus grand, j'étais un peu plus grand, et à 17 ans, on m'a dit, voilà, là, il faut qu'on dialyse, Guillaume. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Et au bout d'1 an et demi, enfin avant 1 an et demi, on m'a dit on va faire sans doute des tests sur tes parents. Puis finalement, on s'est rétracté en disant tes parents sont sans doute sont pas assez compatibles. D'accord. On a fait un test pas par obligation, mais par principe. Oui, par principe sur la famille. Je cherchais le mot sur mon frère. Et là, on s'est aperçu qu'on était ce qu'on appelle dans le jargon médical HLA identique.
mon frère qui est réalisateur a fait un film, un court-métrage qui s'appelle HLA Identique, avec lequel il a eu un prix au Festival de Clermont-Ferrand. Je dis ça parce que c'est tout un truc dans la famille, enfin dans la famille entre nous deux. Et un très beau film là-dessus, sur ce sujet-là, sur ce sujet de greffe, de dons, d'organes qui passent d'un corps à un autre. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est vraiment un très beau court-métrage. Et voilà. Donc en 86, ça nous est tombé dessus, et pour lui bien sûr, et pour moi. Lui qui devait dire oui ou non, moi qui devais dire oui ou non. C'est un choix impossible entre nous, évidemment. Quand on est donneur, c'est un choix impossible. Enfin, vous avez le droit de dire non, bien évidemment. Mais en plus, en 86, c'est pas comme maintenant. Maintenant, on rencontre des psychologues, on rencontre déjà le médecin qui va éventuellement vous opérer. Il y a des gens qui vous présentent la chose, et puis vous signez même des papiers, comme quoi un consentement. Un vrai consentement, quoi. À l'époque, c'était oui, vous voulez bien, bon, d'accord, à quelle heure dans 15 jours ça vous va, bon, bah, vous êtes. C'est presque ça, quoi. C'était une décision qui a été assez simple, difficile. Comment vous l'avez vécu tous les deux, au final, cette transportation, cette décision de transplantation. Bah, simple, c'est ce que je disais, enfin ce que j'essaie de dire à l'instant, pardon, c'est simple, c'est une sorte d'évidence quand tout d'un coup c'est mon grand frère, donc votre petit frère qui est malade, vous le connaissez malade depuis des années, là tout d'un coup on vous dit vous pouvez le sauver, en tout cas lui rendre la vie meilleure. Je rappelle la dialyse, qui était cette dernière étape avant la greffe, c'est 3 séances par semaine, de 3-4 heures, c'est quand même assez lourd. Moi, j'avais plus ou moins fini, j'étais en train de faire mon fameux BEP social, et 1 ou 2 fois par semaine, je quittais le cours pour aller en dialyse. On me ramenait en ambulance chez moi, enfin voilà. Donc c'est quand même assez prenant. Il y en a qui font ça la nuit, il y en a qui font ça à la maison. Moi, je trouvais ça très lourd, mais je préférais faire ça dans un centre. Bah, la décision, il faut déjà accepter la décision de l'autre. Moi, la seule chose que pardon, je touche mon micro. La seule chose que j'ai pu dire et faire, c'est dire à mon frère, c'est ton choix, moi je serai un jour greffé, quand, je ne sais pas, dans 4, 5, 6 ans. On m'avait donné une moyenne de 4-5 ans. J'étais évidemment inscrit sur ce qu'on appelle France Transplant. Et voilà, après une fois qu'on a dit ça, je pense que mon frère on dit cette expression qui est le couteau sur la gorge. Tout d'un coup, on dit il se trouve que votre rein est parfait pour votre frère. C'est pas ouais, bof. Bon, en général, ils parlent pas comme ça, mais c'est pas ça serait bien si vous avez l'occasion. Non, là, on dit vraiment vous avez un rein parfait, vous êtes. Enfin, je saurais pas comment vous traduire ça, mais même des frères jumeaux n'ont pas de cette compatibilité-là. Quoi. Voilà, c'était vraiment un truc. Bien à vous deux, quoi. C'était la comptabilité. Oui, la compatibilité parfaite, à 100%. Quoi. Oui, c'est presque du 100%, quoi. J'ai eu. Donc la décision s'est faite finalement assez rapide. Il n'y avait pas d'urgence puisque j'étais en dialyse. J'aurais pu rester encore 6 mois. Alors bon, les médecins sont toujours là un peu aussi pour vous presser, en tout cas pour vous dire voilà, c'est vraiment très bien. Je vous conseille. Et puis ça s'est fait. Là aussi, ça s'est fait assez rapidement. Mon frère a été opéré, je crois qu'il est resté même pas une semaine à l'hôpital, parce que l'opération est plus simple. Ça s'appelle une néphrectomie, quand on enlève un rein. Que quand on le met. Que de le mettre. Alors le mettre, c'est aussi simple, mais il y a tout le suivi, c'est de voir comment il fonctionne, évidemment. Donc au final, tu vis aujourd'hui avec un bout de ton frère à l'intérieur de toi. Je vis toi. avec un bout de mon frère. On m'a enlevé mes 2 autres bouts à moi qui ne fonctionnaient plus. Donc j'ai eu 2 néphrectomies avant, parce qu'il ne s'agissait pas d'infecter un rein tout propre avec 2 reins un peu pourris, entre guillemets, qui m'ont pourri la vie en tout cas. Et donc ce rein-là, ça fait 35 ans quand même. 35 ans, c'est quand même complètement dingo, quoi. Et cette maladie, tu en parles jamais publiquement. Alors c'était quelque chose que tu voulais garder pour toi? C'était une décision de ta part ou c'est parce que l'occasion n'est jamais venue? C'est ça, c'est plutôt l'occasion. Bon, évidemment, en tant que comédien, je ne me précipite pas à parler de ça. J'ai fait un interview il n'y a pas longtemps où tout d'un coup, on m'a posé la question
Enfin, j'ai parlé de mon métier justement et on m'a effectivement parlé de la question de pourquoi ce choix et j'avais assez finalement plus je vieillis, plus j'ai envie de parler de ça sans. Je trouve ça plutôt intéressant d'en parler sans tabou, sans problématique, sans me dire oh là là mais alors si j'en parle peut-être que voilà bon on va pas m'interdire de sortir parce que je suis déjà qu'on nous interdit de sortir mais non, voilà. Et puis finalement, enfin, je veux dire, toute expérience est bonne à entendre, est bonne à donner aux autres. Je suis très fier de ça, enfin, de cette. De tout. Toujours de du mal, parcours, pardon. Enfin, j'ai pas du mal à en parler, j'en parle depuis tout à l'heure. Je parle beaucoup, pardon, mais c'est vrai qu'il y a toujours l'émotion qui vient. Je suis très fier de cet événement. Enfin, je trouve que c'est très beau. Enfin, bon, ça fait partie des dons. Il y en a d'autres, mais quand même, c'est un don. Alors, je suis très fier sans être le responsable, puisque c'est mon frère qui a fait ce geste-là. Donc, c'est un truc, enfin, je ne peux rien rendre en retour. Enfin. Oui. Je n'espère rien avoir à rendre un jour, parce qu'il pourrait nous arriver quelque chose, mais je ne peux pas lui donner un rein, ou alors qu'un, mais voilà, donc c'est quelque chose d'assez qu'on n'imagine même pas, même quand on vous dit, m'en rappelle, quand j'étais petit, vers 14-15 ans, et qu'on me disait, voilà, Guillaume, un jour, il faudra peut-être être en dialyse, et une dialyse, alors je commençais à peu près à comprendre, puis la greffe, la greffe, ok, j'en avais entendu parler. En même temps, c'est très flou. Enfin, ça vous arrive qu'une fois dans la vie. Non, oui. il y en a qui ont greffe cœur, poumon et foie. Enfin, il y a des triples greffes, ça existe, quoi. Complètement fou. Et au final, ça vous a rapproché avec ton frère ? Oui, ça nous a rapprochés, mais il y a un truc oui, ça nous a rapprochés. C'est-à-dire que c'est là, c'est en nous. Ça nous a pas éloignés, pas du tout. Mais il y a eu un truc quand même, de par le fait qu'à l'époque, encore une fois, c'était pas organisé comme maintenant, qu'à un moment c'est devenu une obligation. Alors ça n'a jamais été moi qui dis ah là je vais batailler, s'il te plaît, donne-moi ton rein. Et là on n'est pas. J'avais 18 ans, oui, un truc comme ça. Simplement, ça a été un choc. Enfin, voilà, c'était en même temps un truc extraordinaire. Moi, j'ai une photo évidemment, qui est la photo. On est tous les deux en train de se marrer. D'ailleurs, on se marre, on est en blanc avec les lits d'hôpitaux sur le côté. On se marre, je ne sais plus pour quelle raison. On se tient d'ailleurs sans doute les cicatrices parce qu'on rit. C'est tout frais. Et non, ça nous a soudés, mais ça ne veut pas dire qu'on est des frères amis et qu'on est devenus des frères ennemis, pas du tout. Mais ça a amené un truc, je ne sais pas comment dire, étrange. En tout cas, c'est un lien évidemment indestructible entre nous, un truc en plus, bien évidemment. Mais on n'en parle pas, il n'en parle pas. Lui-même est très, encore plus discret que moi, la preuve, parce que moi je vous en parle. Ça fait seulement 1 an et demi que je commence à en parler, en plus là avec vous, parce que c'est un sujet, avec toi pardon, parce que c'est un sujet qui t'intéresse. Donc, oui. Voilà. Du coup, on comprend mieux pourquoi tu as choisi d'aider du coup au final ces personnes en situation de handicap et de choisir aussi ce second métier à côté de ton premier métier qui est comédien. Alors comment tu arrives à concilier les deux au final ? J'y arrive finalement assez bien parce que malheureusement je ne travaille pas assez comme comédien. Je travaille régulièrement, mais j'ai jamais eu de très longues. J'ai eu 2 cas de figure, par exemple. Une fois j'ai j'ai 3 cas de figure. Une journée de tournage, 2 jours de tournage, je me débrouille toujours, j'échange des jours, bon ça c'est facile. En plus je ne travaille que 4 jours dans ma boîte, à la PAM, donc Paris Accompagnement Mobilité. Donc j'arrive à tourner. Une fois je suis parti en Afrique pour un tournage, là j'ai pris des vacances, tout simplement. Et j'ai pris 2 semaines de vacances, et le dernier cas de figure c'était le théâtre. J'avais pas refait de théâtre depuis... Très longtemps. Oui, 25 ans. Ça fait fou de dire ça. Et là, j'ai pris 3-4 mois sabbatiques. Voilà. D'accord. Donc, je me suis arrangé avec mon entreprise. Ça s'est très, très bien passé. Et j'ai pu me libérer comme cela. Et à côté de ça, qu'est-ce que ce second métier t'apporte au quotidien ?
il y a un lien social qui me plaît, un truc tout bête au départ, c'est de conduire des gens. De conduire, moi ça ne me dérange pas, donc ça ne me prend pas trop la tête. Et je rencontre des gens. Ce qui était très intéressant au départ, quand je faisais partie de l'association LAMAP, on rencontrait les gens, parce que c'était une petite association, on devait, je ne sais pas combien il y avait de clients et de chauffeurs, mais on était très peu. Hein. D'accord. Donc on croisait les gens 2-3 fois par jour, parfois dans la même journée. Déjà, on les accompagnait, en général, c'est nous qui allions les rechercher quelque part. Donc on pouvait faire ça, on les apportait, on les amenait à l'hôpital. Alors je dis l'hôpital, mais c'était assez rare que ça soit médical, mais on les amenait quelque part et le soir ou 2 heures après, on allait les chercher. Maintenant, on est beaucoup plus de chauffeurs. Je crois qu'on doit être 150 chauffeurs. On est donc il y a beaucoup plus de clients. Donc il y a des clients qu'on revoit 2 ans après, qu'on avait perdu de vue, puis qui en fait sont encore là, et nous aussi. Ce que ça m'apporte, oui, c'est ce lien-là, évidemment, ce lien, quand même, cette capacité de pouvoir aider à juste mesure. Hein. Je suis pas un infirmier, non. Je suis pas un gars qui s'occupe de gens handicapés dans des centres de personnes handicapées. Ça, c'est des vrais aidants, quoi. Mais nous, on est là pour faire ce que finalement on ne donnait plus du tout l'occasion de faire à des personnes handicapées, c'est de sortir. C'est de sortir de chez eux. Parce qu'avant nous, entre guillemets, mais avant la MAP, par exemple, les gens sortaient en voiture, en ambulance, et pas pour aller boire un thé ou aller au cinéma. Oui. Ils y allaient pour faire soit des examens, soit voir leur docteur, soit éventuellement travailler. Mais c'est vrai que le monde du handicap, c'est aussi ça, c'est le travail. Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent dans des CAT, ça c'est plus particulier, mais donc des centres d'aide au travail, donc des gens qui sont handicapés mentaux ou moteurs, qui ont des travaux adaptés. Ben déjà, tous ces gens-là, il faut les accompagner. Donc, on les emmène de centres, soit de chez eux, s'ils ont un chez eux privé, soit de centres, de foyers, on les emmène dans un CAT. Et puis après, il y a plein de gens, des particuliers qu'on emmène. J'ai connu une comédienne qui était devenue malade, que j'emmenais là où elle voulait, dans son quartier. Dans des activités très diverses, encore une fois, le travail, au cinéma, rencontrer des gens, enfin voilà, c'est ça aussi qui est bien. Et pendant ce petit laps de temps qui peut durer un quart d'heure, 1 heure, parce que des fois on va un peu en lointaine banlieue, ben on a le temps de faire connaissance, a priori. Bon, on n'est pas payé pour parler absolument. Mais il y a des gens comme moi qui parlent pas mal, et il y a des clients aussi qui parlent pas mal, donc Donc au final, ça rapproche aussi des clients. Ah bah ça rapproche, oui. Il y en a certains que tu dois bien connaître et pareillement de l'autre côté. Des fois, c'est même pas les clients, c'est les parents, parce que des fois, on s'occupe d'enfants. Donc les enfants qui sont là aussi, alors les enfants plus ou moins handicapés mentaux, avec qui on parle, mais moins. Et pour le coup, on est plus en rapport avec les parents, qui sont extrêmement reconnaissants, mais naturellement, ils sont ravis qu'on puisse s'occuper de leurs enfants, qu'on les amène. Et donc, on a toujours droit à notre petit café, notre conversation quand on a le temps. Enfin, ça, c'est très, très agréable. Enfin, genre, c'est gratifiant. C'est un métier très gratifiant. Ah, il faut aimer ça, hein, évidemment. Enfin, aimer ça, je veux dire, faut parfois être confronté à des cas de figure. Moi, je me rappelle la première fois, j'étais pas fier, genre, tout d'un coup, de prendre en charge un garçon qui a un sourire jusque-là, et qui a un tuyau dans la gorge. Vous mettez le fauteuil, le garçon qui est dans le fauteuil, dans la voiture, vous l'attachez tout ça, vous regardez dans votre rétro et le mec, il a un sourire jusque-là. Il dit bon bah ok, tout va bien, ça va. On se dit bon, le mec il a 2 fois plus d'énergie que moi, il a l'air d'être plus heureux que moi, et il est tout simplement content parce que tout s'est bien passé, il est dans le fauteuil, il est dans la voiture et on va partir à son rendez-vous. Bon, c'est assez touchant, voilà, comme je viens d'avoir ma petite émotion, mais parce que vraiment c'est ça, des fois il y a des cas de figure, sans être fragile, on est humain, quoi, voilà. Oui, donc, oui, forcément. Tout d'un coup, on se dit, puis évidemment, on parle, on découvre les gens. Il faut, au final, cette carapace, ces émotions-là,
ces échanges aussi, découvrir leur histoire, c'est quelque chose qui te tient aussi à cœur. Je vois que tu parles avec beaucoup d'émotions. Alors des fois, on est un peu lointain parce on peut pas. Il y a des gens avec qui on a une certaine intimité, une intimité toute relative. Hein, ça s'arrête à la porte ou au café ou parce que il se trouve qu'à la MAP, on était beaucoup plus en action, je dirais physique, c'est-à-dire qu'on portait les gens plus comme maintenant. Maintenant, il y a souvent un accompagnateur, donc on est aidé, ce qui est très très bien. Moi, je me rappelle, j'ai une petite anecdote, mais pas tout est anecdote de toute façon dans ce métier, puisqu'il y a tous les jours des cas de figure, mais je prends en charge pour la première fois un monsieur que je ne connaissais pas, handicapé, très handicapé, alors moteur, c'est-à-dire qu'il marchait mais à moitié, donc il fallait quand même bien le soutenir, quoi. J'arrive chez lui, il était dans le 5e arrondissement, une marche, mais enfin, comme ça pour monter, j'ai dit mais c'est pas possible, c'est un vieil immeuble, donc je l'aide, hein, je le mets dans l'ascenseur, il tient debout hein, quand même, hein, on rentre tous les deux dans l'ascenseur, je dis bon, impossible, enfin moi je suis costaud, lui assez costaud et comme il était assez, il s'étalait facilement, je le mets dans l'ascenseur, j'appuie sur son étage. Je monte 4 à 4 les escaliers, j'arrive au 4e étage, je suis sur le palier, je cherche l'ascenseur. Et il n'y a pas d'ascenseur. Voilà, je fais cette tête-là. Et en fait, c'était ces appartements dans lesquels l'ascenseur arrivait dans l'appartement. Ah, d'accord. Donc je redescends, j'appuie sur le bouton, la porte s'ouvre et je vois le mec comme ça qui se barre, qui se fout de ma gueule, qui dit « Genre, je t'ai bien eu ». Parce que bon, il arrivait très mal à parler, et il était mais vraiment plié en deux. Il était genre je t'ai eu. Donc j'arrive à monter avec lui, je sais pas comment je fais, enfin je me mets comme ça dans l'ascenseur, et je comprends, la porte s'ouvre, et là alors il me donne une clé, j'ouvre, c'était la première fois que je découvrais ça, et je rentre dans son appartement, et là je l'amène dans son lit, quelqu'un était en fait là, donc le prend aussi en charge, enfin voilà. Mais voilà, ce genre de petites choses, une fois, la même chose, alors une autre fois, je retourne le chercher, j'avais compris, j'arrive chez lui, et en fait, il était dans son lit, mais personne n'était venu le chercher pour le préparer, pour lui faire sa toilette, pour le lever. Et pareil, il me faisait toujours ça, genre t'arrives trop tôt, je t'ai bien eu, enfin bon. Sauf que ce monsieur, un jour, je vais le chercher, il était avec quelqu'un d'autre, donc il dit non, viens, et il m'offre une caisse de champagne. Voilà, mais ça, c'était genre 5 ans après ce que je viens de vous raconter. J'avais eu le temps, on se connaissait, il était juge, c'était apparemment un juge qui avait une très bonne réputation au palais de justice de Paris. Donc je l'amenais là-bas, on nous disait voilà, allez, hein, c'était assez... d'aller au palais de justice, je veux dire, c'était un moment particulier. Et comme il arrêtait, je crois, la PAM, il voulait absolument m'offrir quelque chose. Il me dit non, tu viens. Et il m'offre une caisse de champagne. Enfin bon, j'en revenais pas. Enfin, l'anecdote s'arrête là, mais bon voilà, ce genre d'expérience. Et puis dans un autre genre, un petit garçon qui vous fait un dessin parce que ça fait 3 fois que vous le voyez et qui vous fait un dessin de vous de dos. C'est-à-dire qu'il a, pour lui, c'est votre nuque, l'appui-tête, l'autoradio et la vitre devant. Voilà, il a fait un dessin chez lui, hein, pas pendant qu'on. Mais pour lui, l'image de vous, c'est une nuque et quelques cheveux qui en bataille, voilà. Donc tout ça est assez mignon, non, c'est pas le terme, mais donc, il y a plein de cas de figure. Mais évidemment, avant tout, c'est les gens. C'est l'intérêt de ce métier, c'est les gens, de les aider bien sûr, mais chacun a une histoire particulière, quoi. Et est-ce qu'on te reconnaît dans ton premier métier, ton métier de comédien? Est-ce que ça t'est déjà arrivé en te disant ah, je vous connais, je vous ai déjà vu à la télé ou au théâtre? Ben vu, non, c'est le terme justement, c'est pas vu, c'est entendu. Alors, à force de parler avec certaines personnes, oui, des fois je raconte que j'ai un autre métier, mais il se trouve qu'un jour je prends quelqu'un que je n'avais jamais vu et qui lui ne m'avait surtout pas vu puisqu'il était non-voyant. Et il était accompagné de quelqu'un qui l'aidait, j'installe la personne derrière, le client je l'installe devant, je ferme la porte, je mets mon GPS en route et puis on part. Bon, il avait entendu ma voix, j'avais dit bonjour, je sais bien là où vous allez, tout ça. Puis il me dit, mais on se connaît, vous m'avez déjà transporté. Il dit, écoutez, non, je crois pas, je crois que c'est la première fois que je viens vous chercher là. Non, je crois que je vous ai jamais rencontré. Je le savais, mais... Ah si, je vous connais.
Et bah écoutez, alors c'est étrange parce que je vois pas quand. Alors bon, on essaye de trouver. Puis à un moment, au bout de quand même un certain temps, on était peut-être à une demi-heure, trois quarts d'heure de l'endroit où je devais le déposer. J'ai dit, mais alors, j'ai un autre métier, je suis comédien. Enfin, j'avais même pas fini ma phrase. Il dit, Cuillère, roi Burgonde, personnage de Camelot. Cuillère. Alors je dis, mais comment ça, vous connaissez Camelot? Évidemment. Et là, il me sort 3 phrases du roi Arthur, de Perceval. Je dis, le mec, il était complètement fan c'est du roi incroyable. Burgonde. Il était totalement fan du roi Burgonde. Je dis, mais c'est complètement. Mais qu'est-ce que vous. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, bah écoutez, voilà, Je j'ai vous fais 2 une métiers. blague. Je ne travaille pas assez comme comédien, donc j'ai ce métier-là, je vous transporte. Mais c'est formidable, mais vous pouvez me dire cuillère, vous. Alors évidemment, je voulais absolument que je dise des phrases en langue burgonde. Donc la dame, l'accompagnatrice, elle comprenait rien. Je dis, mais c'est quoi? Il est comédien, lui, là, le mec qui conduit une voiture, il est comédien. Elle a pensé qu'on lui faisait une blague, je pense. Je sais pas, ou c'était caméra cachée. Enfin bon, voilà. Et il était non seulement ravi, enthousiaste, et surtout, c'était un gros fan, quoi. Vraiment, il connaissait. Là, il devait être content. Il était Sa journée était ensoleillée par votre voix. À tout le voix. monde. Voilà, donc là, vraiment, c'est l'anecdote particulière, parce qu'en plus, il était non-voyant. Alors, il se trouve que, évidemment, étant non-voyant, il devait avoir une oreille encore plus développée que tout le monde, et que donc la voix était un truc très... En plus, je dis, après je lui dis, mais je comprends pas, j'ai pas du tout la voix du roi Burgonde, heureusement pour moi. Non, un accent slave, ça me dérangerait pas, mais j'ai vraiment pas sa voix. Oui. Je dis, oui, mais je sais pas, il y a une intonation, il y a un truc. Enfin, c'est pas possible. C'est incroyable, quand je même. ne comprenais pas, quoi. Il m'aurait dit, oh, je vous adore dans telle série, dans un rôle récurrent. Oui, mais roi Burgonde, faut quand même être... Ah, et là, c'était vraiment comme ça. Il avait une oreille bionique, le gars. Enfin voilà, oui, genre d'anecdote, mais on en parle un peu de temps en temps, mais évidemment, c'est pas moi qui aborde le sujet. Après, j'ai des copains, des copains, des collègues qui me disent « Ah, je t'ai vu hier soir à telle heure. » Je dis « Oui, tu m'as vu passer dans un épisode d'un truc. » Enfin bon, Oui. voilà, ça arrive. Alors, pour clôturer cette interview, j'aime poser cette question à toutes les personnes qui interviennent sur ma chaîne. Qu'est-ce que tu pourrais laisser comme message à toutes les personnes qui sont actuellement en train de nous regarder sur justement peut-être déjà le métier d'accompagnateur de personnes en situation de handicap, mais aussi par rapport à ta maladie, à une maladie que tu as eue par rapport à une transplantation de reins, etc. Et des personnes qui vivraient exactement la même chose. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour essayer de combattre au final cette maladie et l'attente qui peut parfois paraître longue? En premier, je parlerai à ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. Donc, ceux qui ont eu cette chance, eux, ils savent ce que c'est et les bénéfices qu'ils ont pu en avoir. Ceux qui ne l'ont pas encore eu, c'est-à-dire ceux qui sont encore en dialyse, ceux qui sont malades, je leur dirais courage. Courage, c'est un mot extrêmement simple, mais force et courage, quoi, parce que vraiment, il faut beaucoup de patience. On a ce qu'on appelle en France, donc ça s'appelle France Transplant, c'est-à-dire c'est un organisme qui s'occupe parce que les choses sont bien concrètes comme ça, de répertorier les dons d'organes de personnes et vivantes et de personnes décédées, parce qu'il y a des personnes vivantes qui peuvent donner leurs reins, évidemment, puisqu'on en a 2, évidemment. Donc voilà, oui, les gens qui sont en dialyse, c'est un tunnel, hein, on peut en voir le bout, mais c'est quand même très long. Une fois qu'on y est, alors la vie continue, hein, on n'est pas attaché à une machine 24 heures sur 24, mais pour ne parler que de ça, je veux dire, c'est vrai que c'est quand même, c'est pas rigolo. Voilà. Donc à ces gens-là, je leur dis vraiment courage, patience, persévérance, évidemment. Je vous souhaite le moins de douleur possible et le plus de... Voilà, de passer le moins de temps durant cette période qui est évidemment très, très difficile à passer. Là, je sais que les dons d'organes ont un peu divisé, enfin pas les dons, mais les greffes, tout simplement, je crois, ont un peu baissé à cause évidemment de cette période Covid. Mais on a la chance quand même en France d'être extrêmement bien équipé. Moi, j'ai été greffé à
à Necker, l'hôpital du professeur Hamburger, qui a fait un des chirurgiens qui a fait les premières greffes en France. Et voilà, donc il faut espérer. L'espérance, ça fait beaucoup. Des fois, c'est long, mais voilà. Donc, on souhaite bon courage. Oui, bon courage à tous. Et ben, en tout cas, merci Guillaume pour cette interview et puis d'avoir encore répondu positif à mon invitation. Je vous en prie. On se retrouve très bientôt pour un nouveau témoignage. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour les prochaines interviews et à très vite.